Ce que j'essaye de comprendre en fait depuis 2 ans, c'est ce que les révélations Snowden ont changé. C'est-à-dire qu'avant Snowden, des gens comme moi qui s'intéressaient à la surveillance des communications, notamment aux services de renseignement, ce que font les services de renseignement en matière de surveillance des télécommunications, on passait pour le grand public, pour ceux qui ne connaissent pas ces données-là, pour des doux parano, pour des gens qui croyaient que effectivement la NSA surveillait tout. Le problème, c'est que, et moi j'expliquais que non, je ne suis pas parano, je suis journaliste, j'enquête, et effectivement la NSA a déployé des systèmes de surveillance de masse. C'est eux les paranos. C'est eux qui veulent, c'est l'ancien responsable de la NSA qui disait que pour arriver à trouver l'aiguille dans la botte de foin, il va intercepter toute la botte de foin. Donc il intercepte tout, pour ensuite filtrer, et que ça relève de la surveillance de masse. Le problème depuis les révélations Snowden, c'est qu'un petit peu tout le monde est devenu parano, et que tout le monde est quasiment persuadé, ou en tout cas beaucoup de gens sont persuadés, que les services de renseignement espionnent tout le monde. Ce qui est juste matériellement impossible. Enfin, la NSA, ils sont moins de 50 000. Je ne vois pas comment 50 000 personnes pourraient espionner plus de 2 milliards d'internautes. En France, ils sont, je crois qu'à la direction technique, ils doivent être 1200. Alors, admettons que tous les services de renseignement confondus, on a un peu plus aux alentours de 15 000 personnes. 15 000 personnes ne pourraient pas surveiller les 50 millions d'internautes. Dans cet avant et après Snowden, avant, ces questions de vie privée n'avaient pas vraiment voix au chapitre, et de défense des libertés numériques, au sens où il n'y a pas de liberté sans vie privée. Donc il ne s'agit pas de défendre la vie privée pour la vie privée, c'est que si tu n'as pas de vie privée, tu n'as pas de liberté de penser, tu n'as pas de liberté de conscience, tu n'as pas de liberté de mouvement, et on a déjà plusieurs études qui montrent, notamment depuis les révélations Snowden, que de plus en plus de gens s'autocensurent, ne se permettent plus de partager certaines choses sur les réseaux sociaux, de mettre certains commentaires en bas des articles, d'aller sur certains sites web, parce qu'ils ont peur, effectivement, d'être surveillés ou d'être fichés ou catalogués comme terroristes potentiels. Et on a eu un cas l'année dernière aux États-Unis où il y a un couple qui a eu une visite, je ne sais plus si c'était le FBI ou une division antiterroriste, mais il se trouve que l'ordinateur de leur maison avait été utilisé pour faire des recherches sur cocotte minute et sac à dos. C'était juste après les attentats de Boston, où il y a eu une cocotte minute avec une bombe dans un sac à dos. Bon, c'était madame qui voulait acheter une cocotte minute et monsieur qui voulait s'acheter un sac à dos. Et ils ont été suspectés d'être potentiellement des terroristes. Un autre élément vachement intéressant qui est passé un peu inaperçu dans les révélations Snowden, c'est quelque chose que font de plus en plus les services de renseignement, c'est la théorie des 3 hubs. Enfin, c'est pas une théorie, c'est une doctrine. 3 hubs, c'est 3 sauts. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui intéresse un service de renseignement, et encore sur M6 dimanche dernier, il y avait un officier des services de renseignement qui expliquait que ce qui les intéresse, c'est qui communique avec qui, communique avec qui. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à ceux qui communiquent avec leurs cibles. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent remonter des filières, c'est comme ça qu'ils peuvent identifier des nouveaux djihadistes, des nouveaux terroristes. Et donc la question, c'est pas de savoir si on a quelque chose à cacher. La question, c'est est-ce qu'on communique avec quelqu'un qui intéresse les services de renseignement. Et ça, c'est un changement profond de paradigme. Parce que jusqu'avant les révélations Snowden, il y avait ce discours un peu démagogique et assez populiste qui disait « mais si j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher ». Toujours cet argument de « j'ai rien à cacher ». C'est pas la question. La question, c'est pas de savoir si tu as quelque chose à cacher ou pas. La question, c'est de savoir avec qui tu communiques. Et donc, en quelle mesure tu peux intéresser un service de renseignement. Ça, c'est pour les services de renseignement. Et c'est clair qu'aujourd'hui, toute personne qui fréquente des salafistes, toute personne qui fréquente des musulmans un peu rigoristes, peut faire l'objet, effectivement, d'une surveillance. Et pas que. Parce qu'il n'y a pas que les services de renseignement ne s'intéressent pas que aux djihadistes ou aux salafistes. En fait, les révélations Snowden ont d'abord commencé par un premier document qui révélait que la NSA avait accès aux métadonnées d'un fournisseur d'accès à Internet américain. Donc les métadonnées, c'est qui écrit à qui, quand, d'où, pendant combien de temps, à quelle heure, pendant combien de temps, enfin, c'est donc le contenant, pour dire les choses autrement. Quelqu'un qui est réellement terroriste, il ne va pas en parler ouvertement au téléphone de son projet d'attentat. Par contre, à un moment, il va pouvoir se connecter, et on l'a vu encore à Bruxelles, on l'a vu à Paris, il va se connecter avec un téléphone portable pour dire le top départ. Et donc, ce qui intéresse un service de renseignement, c'est pas tant d'écouter le contenu des communications, parce que les gens
qui sont vraiment espionnés ne parlent pas ouvertement au téléphone, mais par contre de savoir avec qui ils sont en réseau. Et donc ça, c'était la première révélation Snowden. Les deuxièmes révélations Snowden, c'était cette fameuse affaire Prism avec une slide où on voyait les logos de Google, Microsoft, Apple, Skype, Twitter, et où c'était 4 pages d'un document qui en comportait 35 ou 40, je crois. Donc c'était 4 pages qui étaient décontextualisées, et il a fallu attendre des mois pour qu'on ait d'autres pages de ce programme-là, pour arriver à comprendre ce qui se passait. Au début, Prism nous a été présenté comme un accès open bar de Google, Apple, Facebook, Microsoft et compagnie à la NSA. Comme si la NSA pouvait venir directement dans les serveurs, se servir et surveiller ce qu'ils font les internautes. À l'époque, Google, Apple, Microsoft ont dit « mais c'est faux ». On n'est pas au courant, Prism, on ne connaît pas cet acronyme, en aucun cas la NSA n'a un accès direct à nos serveurs, et voilà, il y avait d'un côté le journaliste disait ça, de l'autre côté eux qui niaient, il a fallu attendre des mois pour qu'on arrive à comprendre qu'en fait Prism, c'est l'acronyme utilisé au sein de la NSA pour désigner le fait de demander à une unité du FBI d'aller demander à Google ou à Apple ou à Microsoft les données portant sur tel ou tel de leurs clients. Et qu'en fait, ça portait par entreprise sur entre 500 et 10 000 personnes par an. Au total, ça fait quelques dizaines de milliers de personnes par an. Donc ce n'est pas l'intégralité de tous les utilisateurs de Gmail, de Hotmail, de Facebook, qui peuvent être surveillés par les services. C'est clair que depuis Snowden, de plus en plus d'entreprises ont décidé de chiffrer les communications par défaut, pour justement lutter contre la surveillance de masse de la NSA et d'autres. Et donc là, le dernier rapport qui est sorti il y a un mois de Google explique que sur les serveurs de Google, donc quand on interroge que ce soit Gmail, que ce soit quand on fait une recherche sur Google, c'est plus de 75% du trafic qui est chiffré. Et pour ce qui est des communications en France, c'est 81% du trafic qui est chiffré. Chiffré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données, quand elles circulent sur les tuyaux, elles sont chiffrées. Elles ne sont déchiffrées que quand elles arrivent sur les ordinateurs de Google ou quand elles arrivent sur l'ordinateur de la personne avec qui on communique. Donc quand un service de renseignement intercepte des données au niveau des câbles sous-marins pour ce qui est de la France, parce que les dispositifs de surveillance de masse de la France sont installés sur les câbles sous-marins, parce qu'il y en a une vingtaine, donc c'est beaucoup plus simple d'installer 20 boîtes noires que d'en installer 50 000. Et là, c'est la communication à l'international, donc c'est ce qui rentre et ce qui sort du pays. Ben, si c'est intercepté, de toute façon, c'est chiffré. Donc même si c'est surveillé, c'est a priori indéchiffrable. Donc il faut bien distinguer les programmes effectivement de collecte de masse qui peuvent être déployés par certains services de renseignement, du fait qu'on serait tous espionnés. C'est une énorme différence. Et quand je disais tout à l'heure que la NSA intercepte la botte de foin pour choper l'aiguille qui est cachée dans la botte de foin, il faut bien comprendre que la botte de foin, c'est pas des agents de la NSA qui vont nettoyer la botte de foin. C'est des robots qui vont virer tout ce qui est spam, tout ce qui est vidéo, enfin tout ce qui les intéresse pas, tout ce qui est téléchargement de fichiers, tout ce qui est direct download, etc. Et ils vont chercher tel mot-clé, telle adresse mail, tel nom de personne, tel numéro de téléphone. Et c'est à partir de là qu'effectivement, ça va arriver devant des analystes pour qu'ils fassent leur travail. Mais laisser entendre que la surveillance de masse, c'est de l'espionnage généralisé, c'est complètement faux. C'est pas comme ça que ça se passe. Depuis des années, les robots de Google lisent les mails Gmail pour arriver à afficher de la publicité ciblée. Pas seulement. Ils lisent également les mails parce que pour identifier le spam, pour identifier les virus informatiques. Et on a plein de mails qui sont identifiés comme étant soit du spam, soit du phishing. Donc phishing, c'est hameçonnage en français, c'est une tentative d'escroquerie, soit des virus qui finissent dans la boîte à spam. Pourquoi? Parce que les robots les ont lus. Mais il faut bien comprendre que Internet a été conçu pour que l'information circule. Internet n'a pas été conçu pour que l'information soit sécurisée. Depuis, on essaye de sécuriser le bousin, mais à la base, il fallait que l'information circule. Pour que l'information circule, ben, ça veut dire que quand on voit un mail, avant c'était une carte postale, elle n'était pas fermée. Maintenant, de plus en plus, elle est chiffrée par Google, par Microsoft, par Yahoo, mais ce n'est pas le cas de tous les prestataires. Typiquement, Gmail, ils ont fait un truc assez rigolo il y a un mois, ils ont sorti une fonctionnalité qui fait que quand on envoie un mail à quelqu'un qui ne chiffre pas ces communications sur les serveurs, il y a un petit cadenas rouge ouvert qui s'affiche.
Et ce qui est assez rigolo, c'est que depuis un mois, les seules personnes à qui j'ai écrit et où il y a un cadenas rouge qui est ouvert, c'est les gens qui sont au gouvernement français, dans l'administration française. À chaque fois que je rentre l'adresse mail Premier ministre, Élysée, ministère de l'Intérieur, défense.gouv.fr, je m'aperçois que sur les serveurs du gouvernement français, ils ne chiffrent pas les communications. Ce qui est juste hallucinant. Enfin hallucinant, ce qui est assez étonnant. Mais il faut bien comprendre que donc, pour qu'un mail circule d'un ordinateur à un autre, il faut qu'il soit lu également par les serveurs, par les data centers. En fait, une information, elle va passer par plein de serveurs différents pour aller de ton ordinateur à Paris jusqu'à tel ordinateur qui est situé aux États-Unis ou à Marseille. Donc oui, il y a plein de machines qui vont lire à la base le contenant et à l'arrivée, éventuellement, le contenu. Et quand je dis à l'arrivée, c'est typiquement, oui, Gmail, Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, tous les fournisseurs de mails commerciaux lisent les mails, c'est pas des êtres humains qui lisent, mais parce que c'est le modèle économique de l'Internet. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. En fait, c'est pourquoi Facebook est gratuit, pourquoi Gmail est gratuit, c'est parce qu'en échange de cette gratuité-là, ils vont afficher de la publicité ciblée et qu'ils vont pouvoir vendre. Et donc, nous, on ne paye pas pour le service, pour le réseau social, mais c'est parce qu'il y a des annonceurs qui vont payer pour arriver à afficher ton temps de cerveau disponible. Donc, c'est Bruce Schneier qui est un des meilleurs vulgarisateurs en matière de sécurité informatique et de compréhension des usages sur Internet, qui dit que le business model d'Internet, c'est la surveillance. Il y a une autre analogie que je n'aime pas, c'est celle avec Big Brother, parce qu'on fait souvent référence, quand on parle de surveillance, notamment surveillance de masse avec Big Brother. Big Brother, c'était un dictateur. Big Brother, ce serait plutôt la Stasi, où il y avait 2% de la population qui espionnait 98% de la population, au profit d'un dictateur. Là, on est plutôt de l'ordre de Big Mother. C'est-à-dire que si la NSA surveille les métadonnées des Américains, et pas que des Américains, c'est pour nous protéger du terrorisme. Si Google, Facebook regarde les mots-clés qu'on tape dans le moteur de recherche ou qu'est-ce qu'on partage sur Facebook, c'est pour nous afficher de la publicité ciblée qui potentiellement peut correspondre plus facilement à tes besoins que si on affiche de la publicité qui n'a rien à voir. L'essentiel de la publicité qui s'affiche dans le métro, dans la rue, dans les magazines, ça ne te concerne pas. Parce que t'es pas, alors qu'une bonne partie de la publicité ciblée qui s'affiche sur Internet est calculée en fonction de ton profil. Et donc potentiellement, et a priori, plus pertinente, entre guillemets, même si souvent c'est loin d'être le cas. Pour ce qui est de la transparence, avant les révélations Snowden, Google avait lancé ses Transparency Reports, qui était en fait le nombre de fois où les autorités, soit judiciaires, soit services de renseignement, leur ont demandé d'accéder aux données de certains de leurs utilisateurs. Depuis les révélations Snowden, tout le monde s'y est mis, même Uber. Il y a eu un rapport il y a 2 jours où Uber a révélé qu'ils ont donné les 13 millions de données l'année dernière concernant des déplacements de leurs clients ou de leurs chauffeurs de VTC. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui effectivement sont sollicitées par les services de police judiciaire ou les services de renseignement, qui sont transparents au sens où ils donnent des chiffres. Et ils vont jusqu'à dire, et dans tant de pourcents des cas, on a dit oui ou on a dit non. Et on sait combien de données ils ont donné à la Russie, aux États-Unis, au Japon, à la Chine, parce que c'est pays par pays, c'est de plus en plus précis. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ce qui est de la surveillance commerciale, enfin de la surveillance, oui, c'est une forme de surveillance, ils sont relativement transparents au sens où ils expliquent. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a personne qui lit les conditions générales d'utilisation, il n'y a personne qui lit les règlements de protection de la vie privée, protection des données personnelles, parce qu'il y a des trucs qui sont imbitables, qui sont écrits par des juristes pour des juristes, parce que les chartes de protection de la vie privée de Google, Facebook, etc., c'est pas pour protéger ta vie privée. C'est fait pour protéger Google d'une éventuelle plainte d'un utilisateur qui estimerait que sa vie privée était violée. Mais bon, ils sont relativement transparents au sens où ils expliquent ce qu'ils font. Par contre, c'est clair que les algorithmes, non, ne sont pas transparents, parce que c'est leur modèle économique, c'est leur secret industriel. Si Google commençait à rendre public l'algorithme de son moteur de recherche, ça pourrait être utilisé par ses concurrents qui pourraient avoir un moteur de recherche aussi performant que Google. Or, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de moteurs de recherche aussi performants que Google. Donc non, c'est pas transparent à ce niveau-là, et c'est clair que c'est là où, dans cette après Snowden, c'est vachement intéressant, c'est qu'on va vers plus de transparence de la part des institutions, même du point de vue des services de renseignement. La semaine dernière, la NSA a nommé un officier responsable de la transparence au sein de la NSA. Pourquoi? Parce que suite aux révélations Snowden, la communauté du renseignement américain est en train de se renouveler,
de se dire, ok, on n'a pas suffisamment communiqué, on n'a pas fait que des choses très bien. Donc là, en fait, dans tous les 17 ou 18 services de renseignement américains, ils ont tous nommé un officier en charge de la transparence qui ne va pas révéler les secrets opérationnels des services de renseignement. Les services de renseignement, il y a toujours des choses qui sont secret défense et ça restera secret défense. Sauf s'il y a des gens comme Snowden qui continuent à balancer des documents. Mais pour faire de telle sorte qu'ils essayent de faire comprendre qu'ils ne font pas n'importe quoi, n'importe comment. Et on va aller vers de plus en plus de transparence et on a besoin d'aller vers de plus en plus de transparence parce nos vies sont de plus en plus contrôlées et régies par des ordinateurs, par des algorithmes. On va avoir de plus en plus de choses qu'on aura le droit de faire ou qu'on n'aura pas le droit de faire parce qu'à un moment, un algorithme aura identifié que ah non, lui en fait il dit qu'il est majeur, mais non, c'est un mineur, parce qu'il aura que ce soit vrai ou faux. Et donc c'est là où, moi, ma plus grande crainte, depuis des années, donc c'est pas Big Brother, c'est Minority Report, à savoir un monde où il y a des ordinateurs qui vont décider de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Parce que ça, c'est un renversement complet de la charge de la preuve. Dans une démocratie, dans un état de droit, c'est la présomption d'innocence qui prime. Et c'est à la police judiciaire d'apporter les preuves que j'ai eu un comportement criminel ou délinquant. Et s'ils n'ont pas les preuves, eh ben c'est la présomption d'innocence qui prévaut, et on peut être innocenté au bénéfice du doute. Bon, le problème, c'est que dans ce monde de plus en plus interconnecté dans lequel on va, avec l'Internet des objets qui va décupler le nombre de connexions et le fait que Internet va être de plus en plus partout, on va être de plus en plus confronté à des algorithmes qui vont renverser la charge de la preuve, et ce sera à toi d'apporter la preuve de ton innocence, la preuve de ta majorité, la preuve que tu es un homme, la preuve que tu es une femme, parce qu'en face, ils vont te suspecter. C'est éminemment politique, au sens où j'avais fait le parallèle en fait avec l'écologie. Les premiers écolos, on voulait les renvoyer à dos d'âne, se chauffer au bois et s'éclairer à la bougie, avec des propos qui étaient assez insultants en fait, par rapport à ce qu'on appelle l'écologie politique. 40 ans après, aujourd'hui, l'écologie, elle est dans tous les partis. Là récemment, je voyais un appel d'offres du ministère de la Défense qui veut racheter des ordinateurs, et le critère numéro 1 sur lequel ils vont décider d'acheter tel ou tel ordinateur, c'est le respect du développement durable. Voilà, on en est arrivé à ce niveau-là. Des multinationales, aujourd'hui, vont effectivement de plus en plus faire d'efforts par rapport à que ce soit le développement durable et l'écologie, même s'il y a beaucoup de greenwashing. Mais ces problématiques de réchauffement climatique, d'écologie, de respect de l'environnement, transcendent absolument tous les partis. Si on regarde la question des libertés numériques, c'est exactement la même chose. Et il faut voir que que ce soit les premiers militants politiques ou les premiers partis politiques à s'être préoccupés de ces questions-là, c'était d'un côté l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc ça montre bien que ce n'est pas quelque chose qui relève du gauchisme ou du libéralisme. Et on a, en fonction des pays, en Angleterre, l'ONG de référence, une des ONG de référence en matière de défense des libertés numériques est une ONG ultralibérale. En France, c'est plutôt à gauche. Mais en même temps, et encore, quand on regarde la Quadrature du Net, qui est l'ONG un peu de référence en matière de liberté numérique en France, il y a des gens qui sont apolitiques, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite. Donc c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui dépasse complètement le clivage gauche-droite. Et quand je faisais aussi le parallèle avec l'écologie, c'est que aujourd'hui on sait que notre planète est en danger, et donc la survie de l'espèce humaine et la survie également de plein d'espèces animales est en danger. Là, toutes les questions qu'on se pose par rapport à ces histoires d'algorithmes, la puissance des algorithmes, le big data et la défense des libertés numériques, c'est pareil. On a tout un courant de pensée qui s'appelle le transhumanisme, qui dit que d'ici quelques dizaines d'années, les ordinateurs vont être plus puissants que le cerveau humain, en tout cas plus puissants que l'homme, et donc ils disent qu'il faut se préparer à interfacer des ordinateurs avec notre corps, voire avec notre cerveau, pour augmenter l'humain avec de l'électronique, de la robotique et de l'informatique. On a aujourd'hui déjà des gens qui ont des bras électroniques, c'est des handicapés, effectivement, c'est tant mieux pour eux. De plus en plus, on a des casques, des encéphalogrammes où, par la simple puissance de la pensée, on va pouvoir contrôler des ordinateurs. Donc c'est clair qu'on va vers un monde où on aura de plus en plus de cyborgs. Tout le monde ne sera pas un cyborg, mais il y en aura de plus en plus. Et donc la question se posera réellement de qui est-ce qui est au contrôle de la machine? Est-ce que c'est l'être humain ou est-ce que c'est l'ordinateur? Et c'est pour ça que je fais partie aussi des gens qui défendent les logiciels libres, à savoir les logiciels où on a accès au code source, parce que quand on défend les logiciels libres, c'est qu'on veut que ce soit l'être humain qui reste au contrôle de la machine, et non pas la machine qui puisse contrôler l'être humain.
Tor, c'est un navigateur, un système qui a été mis en place à la base par l'armée américaine dans les années 2000 pour permettre aux soldats américains, les Marines, les marins américains qui sont à l'étranger, de pouvoir se connecter à Internet de façon anonyme. Parce qu'un soldat américain, quand il est à l'étranger, il est potentiellement espionné ou surveillé. Et donc la marine américaine a développé ce système-là qui permet à des gens de se connecter à Internet de manière anonyme. Depuis, c'est passé dans la société civile, ça continue à être financé par le gouvernement américain, et en même temps, c'est considéré comme une menace pour la NSA. C'est un peu assez rigolo de voir que la NSA a peur de quelque chose qui est financé par le gouvernement américain. Mais parce que de fait, ça permet plus ou moins d'être anonyme sur Internet. Et donc il y a un rapport qui a été fait il n'y a pas très longtemps sur quels sont les usages. Et on s'est aperçu à notre grande stupéfaction que, alors que depuis des années on nous dit que Tor ça sert aux pédophiles, ça sert à des gens à acheter de la drogue, en fait il y a près de 50% des sites web qui ne sont pas des sites web illicites. Il y a effectivement un peu plus de 50% de sites web qui sont illicites, mais de plus en plus de sites web sont des sites tout à fait licites, et ça c'est un peu la conséquence de l'effet Snowden. Et une autre découverte qui était vachement intéressante, c'est qu'ils sont aperçus que les terroristes s'en servent pas. Et quand ils ont essayé de comprendre pourquoi les terroristes s'en servent pas, en fait parce que c'est compliqué. Voilà. Et le gros problème qu'on a avec les logiciels de chiffrement et de protection de la vie privée, c'est qu'une bonne partie de ces logiciels-là, c'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à utiliser, plus ou moins, alors que si on est un peu geek, si on est habitué à tâter du code, si on est à l'aise avec un ordinateur, on peut s'en sortir. Et pour moi, c'est plus compliqué, parce que je suis habitué. Par contre, quelqu'un qui débute, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Moi, quand je forme des gens à la sécurité informatique, je dis j'ai besoin au minimum de 3 jours. Et ensuite, si jamais ils veulent vraiment être à l'aise avec ça, il faut qu'ils s'entraînent pendant 6 mois, pendant 1 an, pour arriver à être à l'aise. Donc ça te donne la mesure de la complexité de la chose. A contrario, on a un truc vachement intéressant qui s'est passé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, c'est WhatsApp. WhatsApp, donc, est la messagerie la plus utilisée dans le monde, devant Messenger. Ils ont fait appel à une boîte qui a développé un logiciel qui s'appelle Signal. Signal, en fait, tu l'installes sur ton téléphone portable, et c'est un logiciel qui va chiffrer les données depuis ton téléphone portable. Ça circule de façon complètement chiffrée, et ça va être déchiffré dans l'ordinateur portable ou le téléphone portable de la personne avec qui tu parles, ce qu'on appelle la sécurité point à point. Donc ils avaient développé Signal, qui était utilisé par beaucoup de gens, mais beaucoup moins utilisé que WhatsApp. Et ben, il y a 15 jours, WhatsApp a implémenté la technologie utilisée par Signal, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est près d'1 milliard, je crois, d'utilisateurs dans le monde qui disposent dans leur téléphone portable d'un logiciel qui est très simple à utiliser et qui fait que c'est chiffré de point à point. Et ça, c'est vraiment une révolution, parce qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner pendant 1 an. Alors qu'avec d'autres logiciels, ça peut être simple à utiliser, sauf que si on ne comprend pas bien ce que c'est qu'un ordinateur, ce que c'est qu'une communication Internet, ce que c'est que la sécurité informatique, si on n'a pas une bonne hygiène de sécurité informatique, et ben en fait c'est un petit peu comme si on s'achète une porte blindée mais qu'on laisse la porte ouverte, enfin la fenêtre ouverte. Ça sert à rien de mettre une porte blindée si la fenêtre est ouverte. Donc si on ne comprend pas ce que c'est, comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionne Internet, c'est clair que c'est difficile, plus ou moins difficile, de sécuriser ces communications. Mais ça, il y a aussi un avant et un après Snowden. Voilà, le Signal est apparu après Snowden. Et donc on va avoir de plus en plus de logiciels, voire à terme de machines, qui vont être plus simples à utiliser et de façon plus sécure. Maintenant, c'est clair qu'en face, que ce soit les services de renseignement ou les entreprises qui font de la publicité ciblée, ils vont eux aussi s'adapter à ces nouveaux modes de consommation et d'usage des technologies de l'information, enfin ce qu'on appelait les technologies de l'information, pour pouvoir trouver d'autres failles pour arriver à pouvoir surveiller ce que font les gens. C'est un jeu du chat et de la souris. C'est de moins en moins pirate au sens où, notamment depuis Snowden, de plus en plus de gens comprennent que les hackers sont du côté de la solution et non pas du problème. Pendant très longtemps, et notamment en France, on a assimilé les hackers aux pirates informatiques. Non, une minorité de hackers sont des pirates informatiques et font des choses illégales. La majorité des hackers, c'est des gens qui contribuent à améliorer Internet et à améliorer le fonctionnement des logiciels. Sauf qu'ils ont tellement été diabolisés en France qu'on a un vrai problème culturel en France par rapport à ça, et donc aussi par rapport à la sécurité informatique, vu que les hackers s'intéressent beaucoup à la sécurité informatique. On a un autre problème qui relève d'une forme de schizophrénie gouvernementale, qui fait que pendant des années, on a assimilé les logiciels de chiffrement et de protection de la vie privée à des logiciels utilisés par les voleurs, les terroristes ou les pédophiles. Et donc, les autorités, à commencer par le ministère de l'Éducation nationale, ou même la CNIL. Tu vas sur le site de la CNIL, il n'y a pas de mode d'emploi qui t'explique comment chiffrer tes communications.
Voilà. Et c'est parce que j'ai l'impression qu'il y en a plein, ils ont peur. Ils ont peur d'expliquer aux gens comment se protéger. Et en même temps, on a certains services de l'État, notamment l'ANSSI, qui est en charge de la cyberdéfense, qui n'a de cesse de répéter « il faut chiffrer vos communications », parce que si vous êtes un chef d'entreprise, un chercheur, un universitaire, un start-upper, et que vous ne chiffrez pas vos communications, vous pouvez vous les faire piquer par un concurrent, espionné par un service de renseignement étranger qui va vous piquer votre technologie. Donc, voilà. Et un troisième niveau, moi j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité informatique, à traduire des manuels, à faire des modes d'emploi, à faire des formations en l'an 2000. Il a fallu attendre l'année dernière, en 2014, pour qu'une école de journalisme, alors que je suis journaliste, me demande de venir former des journalistes à la sécurité informatique. Je n'ai jamais été invité par une seule rédaction en France à les sensibiliser à la sécurité informatique. On a un vrai problème qui est celui des chefs, des responsables, que ce soit dans les écoles de journalisme, les écoles d'avocats, les écoles de médecins, les écoles de notaires, tous ceux qui, les écoles d'ingénieurs, c'est peut-être un peu moins pire dans les écoles d'ingénieurs encore que, mais qui n'ont pas compris que c'est super important quand on fait un métier et qu'à un moment on a besoin de protéger un secret, que ce soit un secret industriel, que ce soit un secret des sources pour les journalistes, le secret de la confession pour les curés. On devrait enseigner aux curés, les médecins. Il y a combien de médecins qui utilisent des ordinateurs, l'antivirus il n'est pas à jour. Il y a les dossiers de patients qui sont sur leurs ordinateurs. Donc à ce niveau-là, c'est complètement catastrophique, l'absence de prise en compte, tant de la part du gouvernement, des ministères, que de la part des entités privées ou publiques, des écoles, sur l'importance de la sécurité informatique et de la protection, pas que de la vie privée. L'autre jour, je faisais une conférence auprès du directeur juridique d'entreprises du CAC 40. Donc a priori des gens qui... et j'ai demandé combien d'entre vous ont été sensibilisés à la sécurité informatique. La moitié seulement des gens ont levé la main. J'avais en face de moi les directeurs juridiques. Les directeurs juridiques, c'est eux qui vont sécuriser les contrats quand ils sont encore de l'ordre du secret industriel, quand ils vont racheter une entreprise. Enfin, c'est des choses qui peuvent intéresser des services de renseignement ou des concurrents. Et donc, il y a une dame qui m'a sorti, mais moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher. Mais bien sûr que si, vous avez des choses à cacher. Et puis en plus, c'est pas seulement que elle a des choses à cacher au sens où elle travaille sur des choses qui se relèvent du secret commercial et industriel. C'est que si elle n'est pas sensibilisée à la sécurité informatique, eh ben c'est le maillon faible pour arriver à espionner son PDG. Et on peut passer par peut-être que son PDG a été sensibilisé, mais si elle n'a pas été sensibilisée, eh ben on a eu, je vais prendre un exemple concret, le piratage de Bercy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, il y a eu des mails avec un PDF qui ont été envoyés, semble-t-il, de la part d'un haut responsable de Bercy, qui ont été envoyés à plein de cadres supérieurs de Bercy. Il y en a, ils ont ouvert le PDF. C'est normal, on reçoit un PDF de son supérieur hiérarchique, on l'ouvre, sauf que c'était un PDF qui avait été envoyé par un service de renseignement étranger et qui avait un cheval de Troie à l'intérieur du PDF. Le simple fait d'ouvrir le PDF a fait que l'ordinateur du haut fonctionnaire a été contaminé. À partir de là, ils ont pu rebondir sur le réseau, l'intranet du ministère. Et en l'espace de quelques semaines ou quelques mois, ils avaient contaminé plusieurs centaines d'ordinateurs au sein de Bercy. Donc bien sûr que si, c'est super important d'avoir une bonne hygiène de sécurité informatique, de comprendre les enjeux en matière de sécurité informatique et de savoir protéger ses communications. J'ai pas la réponse. J'ai fait les premiers manuels de sécurité informatique, je les ai écrits, je les ai traduits en l'an 2000, on est en 2016, je n'ai toujours pas la réponse, je pense que ça va pas... Alors là, la réponse, si, il y a une partie de la réponse, c'est qu'en fait, on aura peut-être de moins en moins besoin de former les utilisateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un monde où effectivement, les mails circulaient en clair, Gmail n'existait pas, il n'y avait pas encore le chiffrement sur entre les grands serveurs, les grands data centers, les grands fournisseurs d'accès, qui maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis Snowden, ont commencé à chiffrer les données. Dans les années 90-2000, ce n'était pas le cas. Tous les emails circulaient en clair. Donc c'est là où moi j'ai dû apprendre à chiffrer les communications. Par contre, depuis Snowden, comme de plus en plus de prestataires chiffrent les données, donc là c'est 81% sur les serveurs Google, les communications de Google en France, mais l'autre jour il y avait un haut responsable d'Orange qui me disait que sur les câbles transatlantiques, c'est 75% du trafic qui est chiffré. Donc c'est pas exclu qu'à l'horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce soit 100% du trafic qui soit chiffré entre les grands data centers et les serveurs. Mais après, ça ne veut pas dire que ton ordinateur il peut être contaminé par un virus si jamais effectivement tu as cliqué sur une pièce jointe et que tu ne sais pas te protéger. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que, notamment depuis les révélations Snowden, on va vers un monde où de plus en plus
les terminaux, les ordinateurs, les téléphones portables seront de plus en plus blindés, j'ai envie de dire. Mais de même que les mesures de sécurité qui protègent aujourd'hui une voiture sont sans commune mesure avec celles qui étaient utilisées dans les années 50, a fortiori avec les premières voitures dans les années 1910. Donc on a commencé à déployer Internet comme étant un outil où l'information devait circuler, mais exactement comme les voitures, il faut que ça circule. Et puis une fois qu'on a vu qu'il y avait des accidents de bagnole, on a commencé à mettre des feux stop, des CD de passage, des feux rouges, et puis il a fallu attendre les années 70 pour qu'on oblige les gens à fermer leur ceinture de sécurité, et même s'il y a encore aujourd'hui quelques-uns qui refusent de le faire, mais non. Et puis après il y a eu les GPS, enfin pas les GPS, le freinage ABS, et puis voilà. Donc depuis Snowden, ça va plus vite. Donc si je fais le parallèle avec la voiture, il a fallu attendre près d'un siècle avant qu'on oblige les gens à porter la ceinture de sécurité. Internet, les prémices d'Internet c'était 69, le web ça date de 94, donc c'est relativement jeune, ça va relativement vite. Donc après, le dernier point pour répondre à ta question, je pense que c'est une question de génération également. C'est que tant qu'on aura des gens qui ont grandi avec l'ORTF et avec des télécommandes sur leur télé parce qu'ils regardent la télé, ils ne vont pas apprendre à sécuriser les smartphones. Aujourd'hui, les jeunes, de plus en plus, ils ne regardent plus la télé. Ils vont sur le web. Donc ça ne veut pas dire que c'est des hackers, ça ne veut pas dire que c'est des bons, ça ne veut pas dire que c'est des geeks. Ils appuient juste sur des boutons. Mais on commence à avoir quelques parlementaires qui, effectivement, comprennent Internet. Mais quand je dis quelques parlementaires, c'est si on prend un peu plus de 600 députés, il y en a 6, quoi. Donc c'est assez tragique encore. Je ne sais pas on peut parler de une contre-culture, mais moi je m'étais beaucoup intéressé à un site qui s'appelle 4chan, qui avait été créé par un adolescent, il avait 15 ans à l'époque, qui était fan de manga, et que j'ai comparé un peu à l'Atelier des Beaux-Arts en 68, au sens où l'Atelier des Beaux-Arts, ils n'étaient pas très très nombreux, mais ils ont contaminé, culturellement parlant, le mouvement de 68, parce qu'on a un peu tous en tête à la fois les slogans et des images. 4chan, en fait, c'est eux qui ont inventé Anonymous, c'est eux qui ont inventé les petits chats, c'est eux qui ont inventé les démotivational posters, enfin les posters de démotivation. Enfin, il y a plein de choses qui sont devenues des mèmes, comme on dit sur Internet, c'est-à-dire t'as même pas besoin de mettre un nom, tu sais. Enfin, les petits chats, c'est sur Internet. Bon, tout le monde le sait. Tout le monde a entendu parler d'Anonymous. Personne ne sait que ça vient de 4chan, à part des gens comme moi qui travaillent un petit peu sur ces trucs-là. Donc, en ce sens-là, il y a effectivement une contre-culture où ce sont effectivement des gens qui sont vraiment des petits cons. Quand je dis des petits cons, c'est que 4chan, c'est souvent considéré comme la poubelle du web parce que c'est les pires images, les pires insultes, c'est sur 4chan qu'on va les avoir, avec des gens qui peuvent aller jusqu'au harcèlement, mais très très violent, enfin, des comportements criminels même, pour certains. Et pourtant, ce qui est très fou, c'est que c'est sur ce forum-là, qui est un des forums les plus violents que je connaisse sur le web, que sont apparus les petits chats. Voilà. Et donc, il y a vraiment un côté petit con, où ce qui est très intéressant, c'est que dans le monde d'avant, pour caricaturer, c'était pyramidal, c'était le père qui décidait, puis il a fallu effectivement 68 pour commencer à ébranler un petit peu ce modèle très, très, très paternaliste. Avec Internet, c'est horizontal, c'est pas top-down, c'est bottom-up, c'est l'empowerment, c'est n'importe qui peut dire n'importe quoi, et donc n'importe qui peut devenir célèbre, et on a vu le référendum je crois que c'était en 2005, Internet a contribué à la victoire du non sur le référendum. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un prof qui a fait une page web pour décrypter ce projet de révision de la Constitution et qu'il y a énormément de gens qui l'ont lu. C'était pas un homme politique, il n'était pas connu. On voit aujourd'hui, il y a plein de vieux ou de vieux cons qui ne comprennent pas comment Norman, Cyprien peuvent avoir autant de millions de followers sur YouTube, qui sont des youtubeurs, et qui ont plus de gens qui les suivent sur YouTube que la majeure partie des chaînes de télévision, et je parle même pas du JT de TF1 ou de France 2. C'est juste des ados qui sont mis devant une caméra dans leur chambre, ils ont fait les cons, puis ça a marché, puis ça marche vachement bien, puis ils sont devenus millionnaires en l'espace de quelques années. Bon voilà, avant il fallait être fils d'eux, du temps de la royauté. Tant que t'étais pas fils de roi, tu pouvais pas... Puis après, il y a eu la Révolution, puis après, il y a les bourgeois, puis on pouvait, puis après, il y a eu l'école républicaine, puis même un fils d'ouvrier pouvait devenir. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin d'aller à l'école. T'as ton ordinateur, t'es dans ta chambre, tu peux faire fortune. Ou pas. Mais c'est comme ça.
c'est une liberté. C'est le fait que, quand je parlais tout à l'heure des logiciels libres, il n'y a pas que les logiciels libres. Les gens qui défendent les valeurs du logiciel libre, donc le fait d'accéder au code source, c'est-à-dire de partager la connaissance, sont des gens souvent qui défendent ce qu'on appelle les biens communs. L'exemple typique d'un bien commun, c'est Wikipédia. Aujourd'hui, grâce à Wikipédia, des gens qui vivent dans des endroits complètement reculés, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de livres, qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas d'institutrice, qui n'ont pas d'instituteur parce que leur pays est en guerre ou parce que c'est dans une zone reculée, ils n'ont pas d'argent pour avoir accès à la connaissance, et ben aujourd'hui il y a des ONG qui leur amènent des ordinateurs où même s'ils n'ont pas de connexion Internet, sur l'ordinateur il y a l'encyclopédie Wikipédia. Et là on a des gamins qui peuvent apprendre parce qu'ils peuvent lire. Et ça coûte rien. Enfin si, ça coûte l'ordinateur, voilà, et l'électricité qui va avec. Mais aujourd'hui, on a complètement décomplexé, on a fait sauter l'accès au savoir, l'accès à la connaissance. Et il y a ça, et dans ce mouvement des communs, on voit aussi de plus en plus de gens qui vont travailler ensemble. Wikipédia, c'est l'exemple typique. Il y a plein de gens qui, bénévolement, vont améliorer Wikipédia. Bon ben, je parlais tout à l'heure de l'Internet des objets. Ce qu'on voit poindre également depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le maker. C'est-à-dire qu'il y avait la figure du hacker qui hackait des logiciels, c'est-à-dire qu'il améliorait des logiciels. Hacker, c'est pas détruire, c'est améliorer, ou trouver une faille. C'est résoudre un problème complexe par une idée brillante. Et ben aujourd'hui, de plus en plus de gens vont hacker du matériel, des objets. J'ai vu un truc formidable, il y a eu un projet, je crois que c'était il y a 2 ans, un Américain a découvert que dans certains pays en Afrique, à cause des mines antipersonnelles, il y a plein d'enfants et d'adolescents qui n'ont plus de bras ou plus de jambes. T'as plus de bras en Afrique, dans un village pauvre, ta vie elle est détruite. Tu peux rien faire, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer des prothèses cyborg que des Américains, que les soldats américains peuvent se payer. Donc lui, il a lancé un mouvement sur Internet en disant bah, aidez-moi avec des imprimantes 3D, donc des imprimantes 3D qui sont contrôlées par des ordinateurs et qui fabriquent des objets en plastique. Aidez-moi, on va essayer de fabriquer un bras artificiel qui ne coûtera pas beaucoup d'argent. Et au bout de quelques mois ou d'un 1 ou 2 ans, il est allé là-bas avec son imprimante 3D, avec l'ordinateur, et pour 75 $, eh ben, il a fabriqué un bras artificiel. Et il a sauvé la vie d'adolescents là-bas. En France, il y a un mec, pareil, il a été amputé de la main, ça fait des années qu'il est en train de travailler pour fabriquer une main artificielle, mais à 100 $ ou 100 €. Donc on a une démocratisation de l'accès au savoir, une démocratisation de l'accès au fait de faire, et donc on ne dépend plus forcément de multinationales ou de start-up ou d'entreprises privées, ça n'empêche pas, mais ce mouvement-là des biens communs, fait que ça fait du bien, parce que ça améliore Et ça, c'est des valeurs qui sont portées vraiment par Internet, parce que sans Internet, on n'aurait pas accès à ce savoir et donc à ce partage de connaissances. C'est pas parce qu'il y a une liberté totale que la loi n'existe pas. Et si tu fais quelque chose d'illégal, que ce soit dans la rue ou sur Internet, tu risques de passer en procès si jamais on t'identifie et si jamais tu respectes pas la loi. Donc faut pas assimiler l'accès à Internet au fait que c'est la loi de la jungle. Tu as aussi une liberté totale dans la rue. Il n'y a rien qui m'interdit d'aller dans la rue et d'égorger le premier venu. Je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas complètement débile, je ne suis pas un terroriste. Mais il n'y a aucun mécanisme, aucune technologie qui peut m'interdire de le faire. Bah, sur Internet, c'est pareil. Il n'y a pas de technologie qui peut interdire à quelqu'un de faire quelque chose. Et on le voit en Chine, en Tunisie, dans plein de pays où l'Internet est censuré. En Iran, l'Internet est censuré. Bah, c'est très facile de contourner la censure. Le gouvernement a bloqué l'accès à 80 sites parce que ce seraient des sites terroristes. C'est extrêmement simple de contourner le blocage administratif, c'est vraiment pas compliqué. Je répète, Internet a été fait pour que l'information soit libre, qu'on puisse accéder à l'information. Donc quelqu'un qui veut verrouiller l'accès à l'information, bah en fait ça ne marchera pas. Ça marchera que pour ceux qui ne savent pas comment faire pour contourner le filtrage. Après, je vais te donner un exemple. Dans une classe, il y avait un ado qui était pas... il s'emmerdait un peu, quoi. Mais il était bon sur Internet. Et puis le prof, lui, par contre, il n'était pas très bon sur Internet. Donc ils ont fait un truc que je trouve vachement bien. Il est devenu le référent Internet du prof. Donc quand le prof parlait de Louis XIV, eh ben, le gamin, l'adolescent, allait, puis il allait regarder sur Wikipédia, et puis ensuite, avec la classe, il regardait si ce qui était marqué sur Wikipédia, c'était fiable ou pas. Et la majeure partie du temps, ce qui est marqué sur Wikipédia, effectivement, c'est fiable. En tout cas, sur les grands sujets, sur les pages qui sont régulièrement consultées. Parce que l'essentiel des gens qui utilisent Wikipédia, c'est pas des délinquants, donc ils font pas n'importe quoi, c'est pas des voyous, ils ne caviarent pas Wikipédia, ils l'améliorent. Et puis quand ils trouvaient quelque chose qui était erroné, ou qui n'était pas précisé, eh ben, ils proposaient aux élèves d'améliorer Wikipédia.
On a trop souvent une vision, notamment dans l'éducation nationale ou pour tous ceux qui travaillent avec la jeunesse, dès qu'on leur parle d'Internet, c'est pour leur dire « fais pas ci, fais pas ça ». Télécharge pas de fichiers, donne pas ton nom, attention, il y a des pédophiles, il y a des méchants. Il y a une diabolisation totale de l'Internet depuis des années, alors qu'on voit de plus en plus, à contrario, d'enseignants qui vont utiliser Twitter, qui vont utiliser Facebook, qui vont utiliser Wikipédia dans le cadre de leurs activités, en donnant et en incitant leurs élèves, les adolescents ou les enfants, à se servir en tant qu'usage de ces outils pour améliorer leur compréhension. Un autre exemple que je trouve formidable, il y a plein d'autistes qui, du fait qu'ils aient des problèmes de communication avec des êtres humains, en fait, aujourd'hui, on leur donne des ordinateurs avec des logiciels qui sont spécialement conçus pour eux, parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'est plus simple, souvent pour un certain nombre d'autistes, de communiquer avec un autre humain quand ça passe par le prisme d'un écran et d'un ordinateur, parce que c'est rassurant. Et il est moins déstabilisé par un ordinateur qu'il ne peut être déstabilisé par l'être humain. Donc je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire, notamment dans l'éducation nationale et par extension avec les jeunes sur Internet, et qui peuvent vraiment améliorer et sortir du côté 19e siècle, où il y a le prof qui a le droit de parler et les élèves qui ont le droit de se taire. Ça, ça correspond tellement pas à ce qu'Internet permet de faire aujourd'hui, et ça correspond beaucoup plus effectivement à ce côté paternaliste qu'on avait au 19e siècle et dont on n'est pas encore complètement sorti. Et donc, à contrario, on a des profs qui ont tout compris et qui, effectivement, dans ce modèle bottom-up, encouragent les ados, les enfants, et même à les aider. Parce que c'est aussi un autre problème avec les enseignants ou les gens qui travaillent avec les enfants, c'est que souvent les enfants et les ados comprennent mieux les usages Internet que les enseignants. Donc on ne peut pas demander à des gens qui ne comprennent pas d'expliquer à des gens qui s'en servent. Donc, et c'est pour ça que ce qu'il faudrait faire aussi, c'est est-ce que créer un Fab Lab dans tous les collèges et lycées, un Fab Lab, c'est un endroit où justement tu vas bidouiller des objets, tu vas hacker des objets, tu vas utiliser une imprimante 3D, tu vas transformer un jouet pour enfants en un instrument pour faire du rock, un instrument électronique. Enfin, tu vas hacker des objets pour fabriquer des objets qui n'existent pas. Et pour t'amuser avec les objets, pour t'emparer de la matière. Dans le modèle consumériste, si tu veux quelque chose, tu vas au magasin, tu l'achètes. Dans le modèle des communs, si tu veux quelque chose, tu demandes de l'aide à quelqu'un, il va t'aider à le faire. Ça change tout. Donc après, c'est ça, je pense qu'on a besoin de gens qui comprennent les usages, qui connaissent les usages. Et un métier qui se développe beaucoup, c'est justement ces gens qui travaillent dans ces Fab Labs et qui sont là pour être des médiateurs. Moi, je travaille dans une école de journalisme. Et j'ai dit aux responsables pédagogiques, je ne suis pas professeur. Je ne suis pas là pour délivrer mon savoir à des gens qui vont recopier sur leur papier, qui ensuite vont devoir rendre des copies en répétant exactement ce que je leur ai dit. Moi, je suis un médiateur. Je vais travailler avec toi. Enfin, toi, avec les élèves. C'est toute la différence entre travailler avec, vivre avec, et le modèle top-down où on a, que ce soit des politiques, des chefs d'entreprise ou des profs, qui disent, bon, je suis le chef, c'est moi qui décide, toi tu exécutes. C'est des propos qui ne résistent pas à l'analyse des usages, à la sociologie, c'est des propos de comptoir. Pour être très clair, Internet n'a pas tué la télé, qui n'a pas tué la radio, qui n'a pas tué la presse écrite. Bon. Le fait d'avoir accès à Internet n'empêche pas les gens de se serrer la main, d'avoir des amis, de passer du temps ensemble. Au contraire, regarde, que ce soit Uber, Blablacar, j'entendais hier sur France Inter un universitaire, je crois, ou un écrivain qui disait « Mais j'avais jamais eu l'occasion de ma vie de discuter avec une banquière, un joaillier, un boucher et un confiseur. » Internet permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés auparavant, permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire auparavant. Avant, dans les villages, tout le monde savait tout sur tout le monde. Et il y a une sorte d'autosurveillance, de surveillance, comme on dit. Avec Internet, on peut aujourd'hui accéder à des connaissances et accéder à des gens et à des contenus qui sont à l'autre bout du monde, auxquels on n'aurait jamais pu avoir accès auparavant sans les moyens de communication que sont les routes. Donc c'est complètement passéiste de dire que, d'opposer Internet à la vraie vie. En plus, alors ça c'est un truc qui m'énerve également. Internet, ce ne serait pas la vraie vie, ce serait virtuel. En quoi c'est virtuel? Quand je discute avec quelqu'un, que ce soit par mail ou que ce soit de face à face, je discute avec quelqu'un.
Alors là, on discute, on se voit, mais il y a d'autres fois, pour préparer cet entretien, on s'est envoyé des mails. Mais ce qui m'importe le plus, c'est discuter avec toi, c'est de répondre à tes questions. Ça ne change pas fondamentalement, que ce soit par mail, par chat, accessoirement, que ce soit du côté des migrants ou des expatriés. Le nombre de personnes qui, aujourd'hui, communiquent avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs conjoints grâce à Skype, alors qu'avant, ils avaient uniquement le téléphone. Et avant le téléphone, ils avaient uniquement les cartes postales. Et avant les cartes postales, eh ben, ils n'avaient rien, ils ne pouvaient même pas communiquer. Mais non, ça renforce le... Pourquoi on parle de réseau social? Parce que ça renforce les liens humains. Donc, opposer Internet à la vraie vie, c'est n'avoir rien compris à ce qu'Internet permet. C'est au contraire, c'est une humanité augmentée. Mais pas une humanité augmentée au sens où l'entendent les transhumanistes parce qu'on va greffer des ordinateurs dans le cerveau, mais parce qu'on a accès à encore plus d'humanité qu'on ne l'avait avant. Parce qu'on a accès à plus de savoir et à plus de gens.